Kagame a peur parce qu'il n'a peut-être pas préparé sa sortie. Alors, il y a une sortie qui n'est pas préparée et en tant que tacticien, n'étant pas un stratège, il n'a pas pu préparer sa sortie. Voilà pourquoi il y a une forme de résistance. Nous allons voir tout ça. Mais commençons d'abord par les commencements. Dès l'évasion de l'Est de la République démocratique du Congo, en août 1998, les Rwanda et l'Ouganda, via leurs alliés rebelles, installent un système d'exploitation systémique ou systématique des ressources. Les rassemblements congolais pour la démocratie, faction des Goma, soutenus militairement et politiquement par les Rwandais, occupent et administrent de facto des vastes territoires de l'Est. Ce n'est pas une occupation militaire chaotique. Le RCD Goma met en place une structure administrative parallèle avec un corps officiel capable évidemment d'accorder des concessions minières et de garantir la protection de ses troupes. Les concessions directes, en d'autres termes, le RCD Goma octroie des concessions minières à des sociétés complices. L'exemple le plus documenté est celui du Suisse Christophe Hubert, qui en 2001 signe pour les comptes d'une société rwandaise un contrat lui accordant plusieurs concessions minières par le RCD Goma avec garantie de protection par les troupes du groupe armé. Le RCD Goma prélève un impôt sur toute production minière, ce qui lui permet de financer son effort de guerre et d'acheter du matériel. Les rapports d'experts de l'ONU indiquent qu'en 1998 et 1999, l'armée patriotique rwandaise a enlevé 1 500 000 kilos de coltan du Nord Kivu, du Sud Kivu et du Maniema. De cette période, les exportations rwandaises dépassent déjà largement sa production déclarée. Et puis, après la fin officielle de la guerre en 2003, le système ne s'arrête pas là. Il se formalise et se professionnalise, passant d'un pillage militaire direct à un contrôle économique via des comptoirs et des sociétés. Sachez seulement que, en 2006, le Rwanda libéralise son secteur minier. Cette mesure, couplée de la stabilité et à la bonne infrastructure du pays, attire de nombreuses sociétés minières et exportations qui installent leur siège à Kigali. Et donc, ces sociétés enregistrées au Rwanda ont leurs activités principales dans l'achat de minerais dans les comptoirs, les centres d'achat des villes de l'Est de la RDC, notamment Goma, Bukavu. Les minerais sont achetés à bas prix, souvent en provenance directe des zones contrôlées, par des groupes armés évidemment, ou des officiers de l'armée congolaise corrompus. Pour que ce minerai congolais soit officiellement rwandais, la loi rwandaise de l'époque stipulait qu'un minerai traité à au moins 30% est considéré comme originaire du Rwanda. Et donc, les sociétés importaient donc du minerai congolais à 40 à 50% des concentrations pour le traiter à 70 à 80%, atteignant ainsi les standards d'exportation. Ce traitement minimal suffisait à changer l'origine déclarée. Nous comprenons ceci, des facteurs ont rendu le Rwanda les plus compétitifs que la RDC. Quelques facteurs. L'absence des taxes à l'exportation au Rwanda, alors que la RDC en applique. L'infrastructure des transports bien meilleure au Rwanda. De cette période-là en question, les exportations rwandaises des coltans dépassent largement sa production locale déclarée. Les rapports d'experts de l'ONU notent par exemple un excédent de 1800 tonnes du Rwanda, mais Tala
sur une production déclarée de 229 tonnes. Et donc, le M23, en 2012, ont pris la ville de Goma, en novembre 2012. Et cette offensive était succès tactique majeur. Est-ce que Roubaïa était-elle sous contrôle du M23 en 2012? La réponse est non. Les sources disponibles, y compris les rapports du Global Witness et de l'ONU, indiquent que la prise de contrôle de Roubaïa par le M23 est beaucoup plus tardive, fin 2023, avril 2024. En 2012, Roubaïa n'était pas sous le contrôle direct du M23. La zone de Roubaïa, qui produit 15% à 30% du coltan mondial, n'est devenue un enjeu central mondial qu'à partir de 2023. Alors, comment les Rwandais s'approvisionnaient-ils alors si les Rwandais ne détenaient pas, n'avaient pas les contrôles de Roubaïa? Sachant que, même sans contrôler Roubaïa, les Rwandais continuaient à s'approvisionner massivement via les comptoirs de Goma et Bukavu qui achetaient de minerais provenant de nombreuses autres zones, le Massissi, Walikale, etc. Les réseaux de contrebande qui traversaient le parc national et le lac, notamment le lac du Kivu, la corruption d'officiers de l'armée congolaise qui détournaient évidemment des productions. Les amis, une question centrale. Est-ce que Félix arrive au pouvoir? Le M23 a été chassé en 2013. Donc, est-ce que cela veut dire que depuis, les Rwandais ne prenaient plus rien à l'Est? La réponse est non. La défaite militaire du M23 en 2013 n'a pas interrompu le pillage. Le système a simplement changé de forme. Dans le pillage a continué même après la défaite du M23 en 2013. Nous allons tenter de vous apporter quelques éléments. La preuve par les chiffres. Le Rwanda, premier exportateur mondial, puisque entre 2013 et 2022, le Rwanda a exporté vers les États-Unis plus de 2000 tonnes de tantale, dérivés du coltan, pour une valeur de plus de 135 millions de dollars, soit plus du double des exportations de la RDC sur la même période. En 2023, le Rwanda a exporté 2070 tonnes de coltan contre 1918 tonnes pour la RDC. C'est la 5e fois depuis 2014 que le Rwanda dévance la RDC en tant qu'exportateur mondial du coltan, alors que c'est la RDC qui en possède le plus. Nous comprenons que ces chiffres sont physiquement impossibles au regard de la production minière rwandaise, qui est infime. L'excédent ne peut venir que de la contrebande en provenance de la RDC. Les amis, je vous en prie de tapoter, de partager pour garder une certaine stabilité, sinon nous allons être coupés et ça serait dommage. Donc, après la défaite de M23, les Rwandais a utilisé plusieurs canaux. D'abord, les groupes armés résiduels, les FDLR, Nyatura et d'autres milices contrôlent des zones minières et revendent le minerai au comptoir. La corruption des FARDC également, des éléments de l'armée congolaise, mal payés, détournent des productions vers les Rwandais. La contrebande organisée, des réseaux de contrebande structurés, souvent avec la complicité des douaniers, de deux côtés évidemment, acheminent le minerai des nuits via des postes frontaliers officiels ou des voies lacustes. Quatrième élément, le système ITSCI, détourné également. Le système de certification ITSCI, censé garantir une origine sans conflit, est utilisé pour apposer des étiquettes sur du coltan congolais qui est alors officiellement déclaré comme rwandais. Les rapports successifs du groupe d'experts de l'ONU sur la RDC entre 2013 et 2021 documentent une contrebande généralisée de minerais 3T, étain, tantale et tungstène de l'Est de la République démocratique du Congo vers les Rwandais,
identifiant ces derniers comme un point de transit et d'exportation majeur. Chers amis, nous avons compris ceci. Cette partie, nous avons établi les fondations historiques du système, le pillage de 1998 à 2013. Le Rwanda est passé d'une occupation militaire directe via les RCD Goma à un contrôle économique indirect via des comptoirs, des sociétés et des réseaux de contrebande. La défaite du M23 en 2013 n'a pas interrompu ce système, elle a simplement transformé, les rendant plus sophistiqués et plus difficiles à détecter. De cette époque, les exportations rwandaises dépassaient déjà largement sa production locale, prouvant que le pillage était déjà une industrie bien luleuse. Une fois qu'on a compris ça, le génie du pillage moderne ne consiste plus à prendre l'or de l'autre part la force, des armes, mais à lui voler sa terre tout en lui faisant signer la facture. Si la première partie de cette étude que nous venons de voir nous a conduit à travers les méandres sanglants de l'occupation militaire et de rébellions successives 2098-2013, elle n'a fait que révéler la phase archaïque du système. L'occupation du territoire, l'installation du RCD Goma, la prise de Goma ou de la défaite du M23 ne sont que les aspérités visibles d'un iceberg dont la masse principale demeure immergée. La véritable révolution opérée par Paul Kagame ne fut pas militaire et nous allons en parler en profondeur. Cette révolution fut juridique, économique et diplomatique. Et donc cette partie 2 que nous allons aborder constitue le cœur névralgique de notre démonstration. C'est ici que nous passons de la tactique brute à la stratégie de l'ombre, de la Kalachnikov au contrat notarié, du champ de bataille au conseil d'administration, des fonderies européennes pour comprendre la peur viscérale du Kagame. Il ne suffit pas de savoir qu'il pille, il faut comprendre comment il transforme les sangs en or certifié et pourquoi cette alchimie l'a rendu à la fois puissant et à la fois prisonnier. Et donc cette seconde partie se déploiera en 3 mouvements, comme les 3 cercles concentriques d'un engrenage infernal. Le premier mouvement dévoile le mécanisme central de 2 ex-machines de 2 systèmes. La règle de 30% des valeurs ajoutées, nous y verrons comment une simple opération de broyage et de lavage digne d'un atelier artisanal suffit à effacer l'identité congolaise d'un minerai pour lui conférer par la grâce une loi douanière. La nationalité rwandaise, c'est évidemment l'alchimie juridique qui transforme la contrebande en commerce légitime. La boue sanglante des Rubaya en lingots certifiés, exemple des conflits, sans ces paravents. Le Rwanda ne serait qu'un repère des contrebandiers. Avec lui, il est devenu le premier exportateur mondial. Chers amis, c'est là que nous commençons. Le génie tactique de Paul Kagame ne réside pas dans la force brute, mais dans l'invention plutôt d'un mécanisme juridique d'une redoutable efficacité. Au cœur de ce système se trouve une règle douanière rwandaise, apparemment anodine. Tout minerai ayant subi une transformation locale, lui apportant au moins 30% des valeurs ajoutées, peut être officiellement considéré comme originaire du Rwanda. Et donc cette règle n'est pas une simple formalité administrative. Elle est
le pivot juridique qui permet de transformer légalement un minerai extrait illégalement en RDC en un produit Made in Rwanda, exportable vers le marché les plus exigeants du monde. Voici d'abord les processus. La transformation requise n'a rien d'une industrie de haute technologie. Il s'agit d'une étape de concentration mécanique, communément appelée lavage. Ça veut dire, le minerai brut qui rentre au Rwanda arrive souvent avec une concentration de 40 à 50%. En métal, on parle de l'étain, des tantales et de tungstène. Voici le processus. Le minerai est concassé, le minerai est broyé, puis passé sur de tables à secousses ou de séparateurs magnétiques pour éliminer le stérile, le roche, le sable, etc. Après, on obtient un concentré de 70 à 80% des teneurs en métal. Les changements d'identité suivent par la suite, ces simples traitements, les lavages, etc. Ces simples traitements physiques qui ajoutent environ 30% des valeurs. Suffit aux yeux de la loi rwandaise à faire du minerai un produit Made in Rwanda. Il peut dès lors être exporté avec de certifications de traçabilité qui le présentent comme étant exempt des conflits. C'est ce que les enquêteurs appellent une alchimie juridique. La matière première ne change pas substantiellement, mais son identité légale est complètement transformée. Pourquoi? Parce qu'on a lavé tout simplement la pierre, on a enlevé les sables, on a enlevé la boue, et donc cette procédure ou ces processus donnent une valeur de 30% aux minéraux qui viennent de la RDC. Ce mécanisme explique pourquoi les exportations minières du Rwanda ont connu une croissance exponentielle. En 2017, elles s'élevaient à 373 millions de dollars. En 2024, elles ont atteint 1 milliard 750 millions de dollars. Le gouvernement rwandais vise 2 milliards 170 milliards de dollars d'ici 2029. Et donc ces chiffres sont physiquement impossibles au regard de la production minière rwandaise, qui est infime. Les enquêteurs de l'ONU ont prouvé qu'environ 90% de ces minéraux exportés par les Rwandais proviennent en réalité de la contrebande en provenance de l'Est de la République démocratique du Congo. En 2023, le Rwanda est redevenu le premier exportateur mondial du coltan devant la RDC, soit la 5e fois depuis 2014. Le Rwanda fournit désormais plus de 22% de la production mondiale en tantale. Chers amis, le système de blanchiment n'est pas une affaire rwandaise uniquement. Il implique tout un écosystème d'entreprises et d'États européens. Chers amis, qui ont installé leurs pions à Kigali pour profiter de ces flux de minéraux. Lavés, ces acteurs ne sont pas des observateurs passifs, ils sont des partenaires actifs qui tirent des bénéfices directs de ce système. Nous avons d'abord le premier partenaire, la Pologne et la Luna Smelter, un investissement stratégique venu de la Pologne. La Pologne a fait du Rwanda un pivot de sa stratégie d'approvisionnement en minerais critiques. La Luna Smelter, une fonderie d'étain à Kigali, est décrite comme un investissement stratégique polonais-rwandais. La capacité de production, l'usine produit de l'étain de haute pureté et est en train d'augmenter sa capacité de traitement de 2400 à 3800 tonnes de cassitérite par an, soit une augmentation de 60%. En termes d'emploi, la Luna Smelter emploie actuellement 161 personnes et prévoit d'embaucher environ 50 personnes supplémentaires avec l'augmentation de la capacité.
l'usine utilise une technologie zéro déchet, un cycle d'eau fermé et des énergies renouvelables. Il y a évidemment un soutien politique. Le gouvernement polonais considère ces projets comme un exemple exemplaire qui renforce la sécurité des matières premières de la Pologne et de l'Europe. Le président de l'agence polonaise d'investissement et de commerce a déclaré « Luna Smelter montre que les entreprises polonaises sont capables de mettre en œuvre des investissements ambitieux à long terme et responsables sur le marché international. » Et puis nous avons les Royaumes-Unis, une présence multipolaire. Des entreprises britanniques sont profondément implantées dans le secteur minier rwandais. Nous avons Power Resources International, le PRI, est un producteur britannique de métaux critiques, l'étain, tantal et tungstène, qui possède des installations de traitement au Rwanda. La mine de Rubaya, la mine de Rukaragata qu'elle exploite est décrite comme la seule mine des tantales entièrement mécanisée d'Afrique centrale et orientale. Elle traite jusqu'à 50 tonnes de coltan par heure. Le PDG de Power Resources International, Ray Power, a déclaré que la mine produit actuellement 20 tonnes de coltan et 20 tonnes de cassiterite par mois. Et puis vous avez Aterian PLC, est une société d'exploitation minière britannique active au Rwanda. Sa filière rwandaise Aestinco Limited a signé un accord d'approvisionnement à long terme pour les concentrés d'étain, des tantales et de tungstène. Le 3T évidemment, en provenance du Rwanda. La société a récemment sécurisé un nouvel entrepôt de 500 mètres carrés à Kirukiro pour augmenter sa capacité opérationnelle. Vous avez aussi le Pyram Resources, est une autre compagnie minière britannique qui détient une licence d'exploitation de 25 ans pour le mine des Musha et des Tunga dans l'est du Rwanda. Et puis nous avons la Belgique et Luxembourg, les portes d'entrée historiques. Les Rwandais exportent de minerais vers plusieurs pays européens, dont la Belgique, l'Allemagne, le Pays-Bas et la Pologne, vous l'avez compris. Le cas de Traxys, une société luxembourgeoise de plusieurs milliards de dollars, est particulièrement emblématique. Selon une enquête des Global Witness, Traxys a acheté au moins 280 tonnes de coltan en provenance du Rwanda en 2024. L'enquête révèle que Traxys était l'acheteur quasi exclusif du coltan exporté par la société rwandaise Africa Panther Resources Limited. Des contrebandiers impliqués dans le trafic des coltans de Rubaya vers le Rwanda ont confirmé qu'Africa Panther achetait effectivement du coltan de contrebande. L'un d'eux a déclaré que le 1,23 exigeait une taxe de 15% sur le prix des ventes. Et puis nous avons l'Union européenne. L'Union européenne ne se contente pas de regarder. Elle est un partenaire stratégique du Rwanda. Le 19 février 2024, les amis partagés, les amis tapotés, nous commençons à ralentir, je vous prie. L'Union européenne et les Rwandais ont signé un mémorandum d'attente sur le chaîne des valeurs des matières premières critiques. Ce mémorandum, s'inscrivant dans la stratégie globale GATEWAI, vise à nourrir de chaînes de valeurs durables et résilientes pour les matières premières critiques, notamment les tantales. Ce partenariat a été vivement critiqué. Une question parlementaire européenne a souligné que, selon l'ONG Global Witness, 90% des tantales exportées par les Rwandais provient en réalité de la RDC, où l'extraction de ces minéraux alimente les groupes armés, notamment le M23. La France s'est dite favorable à la suspension rapide du mémorandum d'entente entre l'Union européenne et le Rwanda. Pourtant, ce mémorandum a eu un effet pervers. En officialisant les Rwandais comme partenaires fiables, l'Union européenne a légalisé et sécurisé les flux de minerais des contrebandes. Comme les notes Global Witness,
il semble que l'Union européenne n'ait pas été en mesure de mettre en place des garanties efficaces. Chers amis, le circuit est désormais bien rodé. Une chaîne d'approvisionnement mondiale qui relie le minerai de l'Est de la RDC aux usines de la Chine, en passant par les raffineries européennes installées au Rwanda. Les minerais sont extraits en RDC, souvent dans des zones contrôlées par le 1-23, soutenues par les Rwandais. La région de Rubaya, qui produit environ 15% du total mondial, est devenue un épicentre du pillage. Le M23 finance largement ces opérations par l'exploitation du coltan dans la région. Les minéraux sont introduits clandestinement au Rwanda via des réseaux de contrebande structurés. Selon les rapports de l'ONU, à partir de la fin 2023, les coltons de la zone de Masisi étaient régulièrement introduits en contrebande au Rwanda et intégrés dans le chaîne d'approvisionnement international. Les entreprises européennes, polonaises, britanniques ou rwandaises achètent les minéraux et les font passer par leur usine de lavage. Ce simple traitement physique, qui ajoute environ 30% des valeurs, suffit à leur donner la nationalité rwandaise. Des certificats de traçabilité comme ceux de ITSCI sont ensuite apposés, présentant les minéraux comme exempts des conflits. Une partie est transformée localement, comme à la Luna Smelter, le étain, donc l'entreprise polonaise, ou à la Gasobo Gold Raffinerie Or. L'essentiel est exporté sous forme de concentrés vers la Chine, le premier client. Les exportations de minerais rwandais vers la Chine ont bondi de 92% en 2025. La Chine raffine ces concentrés et les intègre dans des chaînes d'approvisionnement mondiales. Vous avez l'or, lui est souvent dirigé vers le pays arabe pour contourner les sanctions européennes. En 2024, l'or a généré à lui seul 1,5 milliard de dollars pour les Rwandais, de 1,750 milliard de dollars d'exportation minière des Rubaya. Chers amis, l'industrie minière rwandaise ne se limite pas à l'extraction, elle génère une chaîne de valeur complète qui crée des emplois à tous les niveaux. 92 000 emplois directs. Le secteur minier emploie désormais plus de 92 000 personnes. Ces chiffres représentent une progression fulgurante par rapport aux 47 000 emplois en 2017. Des emplois qualifiés, ces emplois directs couvrent un large spectre de compétences allant des mineurs, des ingénieurs, en passant par des métallurgistes, les géologues et les techniciens. Pour chaque emploi direct créé dans le secteur minier, environ 2 emplois indirects supplémentaires sont générés. Les commerçants, les banques, les fournisseurs de services. De plus, les revenus d'un seul mineur peuvent subvenir aux besoins de 4 autres personnes à charge. Et nous avons la indépendance économique qui crée un risque systémique ici. Le poids du secteur minier dans l'économie rwandaise est tel qu'une interruption de chaîne d'approvisionnement aurait des conséquences désastreuses. Une source de revenus colossale puisque les exportations minières sont passées de 373 millions de dollars en 2017 à 1,750 milliard de dollars en 2024. Chers amis, un levier de transformation nationale, le gouvernement rwandais considère ce secteur comme un pilier clé du développement national. Donc, une interruption de la chaîne d'approvisionnement, telle que les Américains veulent l'appliquer, par exemple suite à des sanctions internationales ou à un arrêt des flux en provenant de la RDC, entraînerait la perte immédiate de plus de 92 000 emplois directs
avec un effet domino sur des centaines de milliers d'emplois indirects et de personnes à charge. Un effondrement de recettes fiscales d'État, compromettant les services publics et les investissements, une crise économique et sociale majeure, avec de risques de tensions et de déstabilisation, cher ami. Kagame, un tacticien, Kagame, un bâtisseur sur le sable. Cher ami, nous avons raison, Kagame est un tacticien brillant. Il a su utiliser les 1,23 comme un levier pour contrôler les zones minières. Il a su mettre en place des réseaux de contrebande efficaces. Il a utilisé le système ITSCI pour blanchir les minéraux. Il a attiré des investisseurs européens, la Pologne, l'Angleterre, la Belgique et bien d'autres pour légaliser le pillage. Il a su signer des partenariats avec l'Union européenne pour sécuriser les flux. Mais il n'a pas été un stratège. Il n'a pas préparé l'après-pillage. Il n'a pas investi massivement pour créer des industries de substitution ou une économie résiliente. Il a bâti son château des cartes sur le sable de minerais congolais. Cher ami, la peur de l'effondrement économique de Kagame sans les revenus du pillage, près d'1 milliard de dollars par an, l'économie rwandaise s'effondrait. La croissance spectaculaire du Rwanda est largement artificielle basée sur cette rente extérieure. La peur aussi de la rébellion militaire est dans Kagame, l'armée rwandaise, la RDF, est la première bénéficiaire du système. Des officiers supérieurs tirent des profits directs de la chaîne venant à être, si la chaîne venait à être coupée, ces privilèges disparaîtraient, ce qui pourrait engendrer des frustrations, des mutineries, voire des tentatives de coup d'État. Et il y a aussi la peur de l'isolement diplomatique. Le partenaire international, l'Union européenne, les Américains, commencent évidemment à douter. La France, dans son hypocrisie, appelle à la suspension des mémorandums sur le minerai critique. Global Witness recommande à l'Union européenne de suspendre son aide au développement et d'annuler son partenariat stratégique avec le Rwanda. En tant que stratège, Kagame aurait dû prévoir que les vents allaient souffler. Les vents judiciaires, les plaintes contre Apple en France, en Belgique, les enquêtes des Global Witness et les rapports de l'ONU qui nomment pour la première fois des sociétés complices. Kagame aurait pu réfléchir sur l'avenir. Les vents politiques de la RDC, sous la pression de l'opinion publique, exigent des sanctions claires contre le Rwanda. Les vents économiques, la transition énergétique augmentent la demande, mais aussi la visibilité et la contestation du pillage. Les vents sécuritaires, la RDC, avec un soutien international accru, pourrait parvenir à sécuriser ses frontières et à organiser sa propre filière minière. Et donc Kagame, il n'a pas mis en place des dispositifs de substitution. Pour les jours où la RDC se réveillerait, où la pression internationale deviendrait intenable, il est donc coincé, dépendant de ce qui est la source de sa peur. Donc la chaîne d'approvisionnement, si elle s'est coupée aujourd'hui, Kagame va pleurer. Les amis, le système de pillage mis en place par Kagame est une machine d'une efficacité redoutable, mais intrinsèquement fragile, puisqu'il repose sur un mécanisme juridique de blanchiment, la règle que nous avons vue plus haut, de 30%, un réseau d'entreprises européens, polonais, britanniques, luxembourgeoises, etc., qui tirent de bénéfices directs, un partenariat avec l'Union européenne qui a légalisé les flux, une économie rwandaise devenue dépendante de cette rente extérieure, une armée qui s'abreuve de cette frontière, mais tout cela repose sur une ressource que Kagame ne contrôle pas en dernier ressort, et sur un voisin qu'il a humilié et dépouillé. Sa gloire est un leurre, sa chute, qu'elle soit brutale ou progressive, est inscrite dans les failles de son propre édifice. Chers amis, nous avons
maintenant développer les scénarios. Nous pouvons maintenant développer les scénarios d'effondrement pour 2006, 2026 et 2028. En identifiant les contents et les mécontents, les conséquences sociales et la possible rébellion au sein de l'armée rwandaise. La partie 3, nous allons explorer comment les vents que nous avons identifiés plus haut pourraient renverser les châteaux de cartes de M. Kagame. L'armée rwandaise est le premier pilier du régime de Kagame et le premier bénéficiaire du système de pillage. Des officiers supérieurs tirent de profits directs du commerce de minerais. Mais cette dépendance a aussi une fragilité. Si la chaîne d'approvisionnement venait à être coupée par les Américains, ces officiers perdraient leurs privilèges. Des généraux comme Muganga, Nyakarundi, Karusisi ou Gashishu, tout récemment sanctionnés par les Américains, pourraient voir leur loyauté mise à l'épreuve. L'histoire africaine est pleine de régimes qui se sont effondrés lorsque l'armée, privée de ses ressources de financement, s'est retournée évidemment contre son chef. Si les sanctions persistent et que les revenus du pillage se tarissent, des factions au sein de l'armée pourraient tenter un coup d'État, c'est plausible. Kagame lui-même est arrivé au pouvoir par la force de l'armée. Il sait mieux que quiconque que le pouvoir militaire est précaire, c'est peut-être là sa plus grande peur, sa plus grande terreur. Le régime de Kagame est connu pour sa répression impitoyable de toute opposition. Mais cette répression crée des ressentiments qui pourraient exploser en cas de crise économique. Les amis, l'opposant politique Victoire et Ingabire, ancienne prisonnière politique, a été arrêtée à nouveau en juin 2025, alors qu'elle tentait de participer pacifiquement à une réunion publique de son parti. Elle est accusée de complot pour inciter à des troubles publics. Son cas illustre la détermination du régime à étouffer toute contestation, mais aussi la persistance d'une opposition qui refuse de se taire. Le gouvernement rwandais a sanctionné 25 dissidents exilés critiques de l'administration Kagame. Ces mesures montrent que le régime craint même une opposition lointaine. Et selon les observateurs, l'opposition politique rwandaise évolue dans un environnement où même la lecture d'un livre sur la résistance non violente peut conduire à des années de prison. Si la crise économique s'aggrave, si les emplois disparaissent, et que le prix augmente, ce feu couvant pourrait se transformer en incendie. Kagame le sait et c'est une autre source de la peur de M. Kagame. L'économie rwandaise est une bulle. Elle repose sur 3 piliers. Les exportations minières, 1,750 milliard de dollars en 2024. L'aide internationale, environ 1 milliard de dollars par an, c'est énorme. Et les investissements étrangers, attirés par la stabilité apparente du pays. Si les exportations minières s'effondrent, si tout l'édifice qui vacille, si tout va se mettre à feu, le 92 000 emplois directs du secteur minier disparaîtraient, entraînant avec eux des centaines de milliers d'emplois indirects. Les recettes fiscales de l'État s'effondreraient, compromettant évidemment les services publics et les investissements. Les professeurs d'économie Godin Poyi estiment que le budget du Rwanda sera amputé de 30%. Il y aura des projets en arrêt. Prévient-il la fermeture de la raffinerie d'or de Gasabo à elle seule ferait perdre 817 millions de dollars de recettes d'exportation. Et donc, la crise économique entraînera des tensions sociales qui pourraient à leur tour déstabiliser le régime. C'est le scénario redouté par Kagame, une spirale descendante dont il ne pourrait sortir indemne. Chers amis, les officiers supérieurs de l'armée, comme nous l'avons vu plus haut, les généraux sanctionnés par les Américains, pourraient voir leur loyauté mise à l'épreuve si leurs privilèges disparaissaient.
Les propriétaires des sociétés d'exportation comme Boss Mining, Solutions Africa, Panther Resources ont investi massivement dans le système. Si la chaîne est coupée, la chaîne d'approvisionnement est coupée par les Américains, ils vont tout perdre. Et certains pourraient chercher à se retourner contre Kagame pour sauver ce qui peut l'être. Vous avez également des partenaires européens. Les entreprises polonaises, Luna, Smelter, britanniques, Power Resources, Ateria, Pyram et luxembourgeoises, Traxi, ont des intérêts directs dans le système. Si les sanctions américaines menacent leurs investissements, elles pourraient faire pression sur leur gouvernement pour qu'ils protègent le système, comme ils le font déjà actuellement là, ou au contraire, se désengager pour éviter les scandales parce qu'ils seront dénoncés. Chers amis, les Américains et l'Union européenne qui ont jusqu'ici protégé Kagame commencent à douter. Et d'ici la moitié du mois de juillet, nous allons voir qu'est-ce qui va se passer. La France, l'Allemagne, la Belgique sont déjà en première ligne pour demander, évidemment, un recul. La RDC, évidemment, la RDC serait la grande gagnante, évidemment. Elle pourrait enfin reprendre les contrôles de ses ressources et organiser sa propre filière minière. Les accords avec les Américains pour l'exploitation des ressources montrent que Kinshasa est prête, évidemment, à jouer ces jeux-là. La Chine, premier client. La Chine, le premier client de minerais rwandais. La Chine est le premier client. Chers amis, merci femmes d'État pour les cadeaux. Merci réellement. Les amis, suivez le pas, suivez les modèles, envoyez des cadeaux pour fortifier, envoyez des cadeaux pour solidifier, pour renforcer, sécuriser le live. Merci de tapoter, de partager. Thank you so much. Les amis, comprenez que la Chine, premier client de minerais rwandais, pourrait continuer à acheter, peut-être à bas prix. Mais si le système s'effondre, elle pourrait aussi revenir négocier directement, évidemment, avec Kinshasa. Apple, Tesla et autres géants de la tech ont intérêt à une chaîne d'approvisionnement stable et sans conflit. Si le Rwanda devient un risque, il pourrait se retourner vers d'autres fournisseurs. Évidemment, ici, les opposants rwandais auront une victoire. Évidemment, ils reviendraient de là où ils sont en exil pour, évidemment, compétir pour le pouvoir. Scénario numéro 2. Les sanctions s'intensifient. Les États-Unis et l'Union européenne continuent d'imposer des sanctions visant non seulement l'armée, mais aussi les entreprises complices, et éventuellement Kagame lui-même. C'est possible. L'économie s'effondre, les exportations minières chutent, le budget est amputé de 30%, les emplois disparaissent, les tensions sociales montent. Le régime se resserre, Kagame réprime plus durement l'opposition, mais cela ne fait qu'exacerber les ressentiments. L'armée vacille, des factions au sein de la RDC, de la RDF, frustrées par la perte de leurs privilèges, commencent évidemment à comploter contre Kagame. Un coup d'État possible, coup d'État militaire ou un soulèvement populaire met fin au régime. Scénario numéro 2. Numéro 3, un embargo. L'Union européenne, les États-Unis imposent un embargo sur l'achat des minerais en provenance du Rwanda. La chaîne d'approvisionnement est légalement coupée, stoppée pour les Rwandais. L'effondrement brutal, les exportations s'arrêtent du jour au lendemain, l'économie rwandaise s'effondre en quelques semaines. Des officiers de la RDF, voyant leurs privilèges disparaître, tentent un coup d'État, l'élimination de Kagame. Kagame isolé est contraint de fuir le pays. Les amis, c'est possible. La RDC se réorganise avec un soutien international accru. La RDC parvient à sécuriser ses frontières et à organiser sa propre filière minière. Le pillage devient obsolète. Les acheteurs internationaux préfèrent désormais s'approvisionner directement en RDC via des chaînes traçables sans conflit. C'est ce que les Américains veulent implémenter aujourd'hui et maintenant.
Les Rwandais s'asphyxient, privés de sa rente, puisque la chaîne est coupée. Les Rwandais s'enfoncent dans une crise économique et sociale profonde. C'est sur le chemin et nous sommes bientôt là-bas. La chute de Kagame, le régime affaibli, s'effondre sous les poids des contradictions. Kagame a montré un génie tactique indéniable. Il a su utiliser le 1,23 comme un levier pour contrôler des zones minières. Il a mis en place des réseaux de contrebande d'une efficacité redoutable. Il a utilisé le système de contrôle pour blanchir le minerai. Il a attiré les investisseurs européens, polonais, britanniques pour légaliser le pillage. Il a signé des partenariats avec l'Union européenne pour sécuriser les flux. Mais ces tactiques, aussi brillantes soient-elles, ne peuvent pas résoudre les problèmes fondamentaux. La dépendance rwandaise. En tant que stratège, Kagame aurait dû prévoir l'inévitable. Les réveils de la RDC, un jour le peuple congolais se réveillerait, se lèverait. Kagame aurait dû prévoir la pression internationale. Un jour les sanctions viendraient. Il aurait dû prévoir qu'un jour la transition énergétique viendrait. Un jour la demande augmenterait, mais aussi la visibilité et la contestation. Kagame aurait dû prévoir les limites de la prédation, un système basé sur le pillage et par nature instable. Il n'a pas mis en place un dispositif de substitution, il n'a pas investi massivement pour créer des industries de substitution ou une économie résiliente. Il a bâti son château de cartes sur le sable de minerais congolais. La peur de Kagame, sa peur est aujourd'hui visible, la peur de l'effondrement économique, sans le revenu du pillage, près d'1 milliard de dollars par an, l'économie rwandaise s'effondre. La peur de la rébellion militaire, l'armée privée de ses privilèges pourrait se retourner contre Kagame. La peur de l'isolement diplomatique, ses partenaires internationaux commencent à douter de lui. La peur de l'histoire, il sait que les empires bâtis sur la prédation finissent toujours par s'effondrer, il le sait. Cher ami, les vents soufflent où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Ainsi en est-il de tout homme qui est né de l'esprit, selon l'évangile Jean 3, 8. Paul Kagame a bâti un empire sur le sable. Ce sable, ce sont le minerai de l'Est de la République démocratique du Congo. Du coltan, de l'or, de l'étain, tungstène, que le Rwanda pille, lave et revend au monde sous l'étiquette Made in Rwanda. Ce système, d'une efficacité redoutable sur le plan tactique, est intrinsèquement fragile car il repose sur une ressource que Kagame ne contrôle pas en dernier ressort et sur un voisin qu'il a humilié et dépouillé. La gloire de Kagame, cette croissance spectaculaire, cette stabilité apparente, cette vitrine de l'Afrique est un leurre. Elle repose sur le sang congolais, sur les souffrances de millions de personnes, sur un pillage organisé que la communauté internationale a trop longtemps toléré par convenance économique. Mais les vents commencent à souffler. Les sanctions américaines et européennes mordent. Les exportations chutent, l'opposition gronde, l'armée vacille. Kagame lui-même a admis que les sanctions font mal. Et donc, la chute, qu'elle soit brutale, un coup d'État ou un embargo ou progressive, un étranglement économique, est inscrit dans les failles de son propre édifice. Car il n'a pas été un stratège, il n'a pas préparé l'après. Il a parié sur l'éternité du pillage et il a perdu. Le vent de l'histoire finira par renverser ces châteaux de cartes, construits sur le sable de minerais congolais. Et lorsque ces vents soufflera, il emportera non seulement Kagame, mais aussi tout ce qu'il a construit, les usines, les emplois, la stabilité apparente, la vitrine de l'Afrique, car on ne peut pas bâtir sur du sable. À un moment donné, le vent vient et balaye tout. Chers amis, le vent a soufflé, vous l'avez compris,
Paul Kagame a bâti évidemment sur du sable. Et aujourd'hui, les choses vont commencer à changer. C'est là que nous chitons pour aujourd'hui. Les amis, je vous demande, vous qui sommes sur YouTube, d'aimer et de commenter. Dites-moi ce que vous en pensez, vous les personnes qui sont là sur YouTube. Je vous parle à vous. Commentez. Il faut commenter. Donnez-moi vos avis. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que véritablement Kagame, c'est la fin de son histoire? Si pas aujourd'hui, mais demain, certainement. Parce que vous ne pouvez pas manger éternellement chez un voisin. Vous ne pouvez pas profiter éternellement chez un voisin. Même la faiblesse endémique, un jour, un fils va se réveiller. Un enfant va se réveiller. Donc, en intelligence, on prépare à côté, vous volez, mais vous investissez au cas où un fils du pays se relève. Vous avez construit votre économie, votre avenir, sur l'est d'un autre pays. Et vous n'avez rien mis à côté pour pouvoir un jour vous solidariser ou partir de là au cas où ça basculerait. Comme Kagame n'a rien fait, comme Kagame n'a rien prévu, comme il n'a pas prévu d'alternative, il a cru que la RDC serait pour lui sa maison, pour l'éternité. Les choses ont changé, la transition énergétique est venue, et maintenant c'est la bascule. Et donc, il va tomber, lui, avec toutes les entreprises qui sont à Goma, il va tomber, lui, avec 92 000 emplois dégagés par le pillage de la RDC et des milliers d'autres emplois qu'on appelle ici des sous-emplois, d'accord, directs et indirects. Et donc, c'est vraiment un séisme total pour les Rwandais. Les amis, c'est là que nous nous arrêtons pour ce soir. Les amis de YouTube, commentez s'il vous plaît.